Bonjour à vous, une vidéo que j'ai plaisir à enregistrer en cette période de campagne électorale, où beaucoup d'informations politiques, mais pas que, existent. Et puis sur le fond et sur la forme, ça nous donne une occasion de détailler, de décortiquer la société dans laquelle on vit. On se rendait bien compte qu'elle ne tournait pas rond, et là, on va dire, on n'a pas fini d'en faire le tour. Et je le mettrai en perspective avec pas mal de concepts dans cette vidéo qui me tiennent à cœur et que j'ai envie de développer. Alors, parler de politique, c'est dire, oh là là, ça met en danger, c'est chiant, c'est clivant. Bah, pas du tout, hein. Pour moi, c'est pas clivant, la politique. Au contraire, ça devrait être quelque chose qui est éminemment rassembleur et qui correspond aux besoins de chacun, aux besoins de mieux comprendre le monde qui l'entoure, et aussi la possibilité d'agir. Alors, agir, ça ne se résume pas simplement à mettre un bulletin dans une urne une fois tous les 2, 3, 4, 5 ans. Bien entendu, c'est prendre place. Et évidemment, cette notion d'autonomie, de prendre sa place, d'agir, elle est au cœur de ce que je fais depuis des années. Elle est au cœur de mon travail au sein des éditions Exuvie que j'ai fondées pour ça, pour dire à chacun, il y a des gens qui prennent leur place, des auteurs, des réalisateurs. Et puis, il y a vous, il y a nous, la possibilité de se comprendre, de mieux se connaître, de mieux se découvrir, de mieux s'autonomiser pour prendre sa place à une échelle personnelle, à une échelle familiale, plus locale, et enfin peut-être nationale, comme c'est le cas d'ici quelques semaines. J'avais déjà laissé entrevoir cet intérêt il y a 2 ans, lorsqu'au tout début du lancement de ma maison d'édition Exuvie, j'avais réédité 2 livres très importants. Le discours de la servitude volontaire, d'Étienne de la Broussy, et Notes sur la suppression des partis politiques de la philosophe Simone Veil, à ne pas confondre évidemment avec la politicienne. Et donc ça avait déjà donné à voir, et ça vous avait beaucoup intéressé parce que les livres avaient été en rupture de stock. Et donc là je les réédite dans le cadre d'une collection que je vais développer, une collection qui s'appelle Société, où il y aura bien sûr de la politique, de la sociologie, de l'anthropologie, de l'histoire, sociologie, bref, pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Et dès qu'on dit politique, ça paraît chiant, ça paraît lassant, ça paraît clivant, on pense à des engueulades autour de table. Et pour moi, c'est pas ça du tout. C'est ce qui est de plus haut, c'est comment affirmer euh, sa présence dans une des fonctions qui est très noble, c'est-à-dire l'idée démocratique et pourquoi pas républicaine. Là, tout le monde sent qu'on arrive au bout de cette vie politique. Tout est vidé, tout est rincé. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de substance, il reste que des petites phrases, il reste que du buzz, des polémiques, des mèmes, des trucs tronqués, enfin ça n'a plus de sens, ça a été vidé de son sens. On va parler voilà, on ne fait même plus de débat. La personne qui est censée nous représenter dit non, je débat ni avec je ne vais pas aller avec le peuple, donc il n'y a pas de meeting, je ne vais pas aller avec les autres candidats, donc il n'y a pas de débat. Et puis je ne vais rien justifier, je ne vais rien expliquer, je ne vais rien clarifier, je vais juste mettre un jean et ça fera le buzz et ça fera parler de moi. On n'est même pas sûr que les sondages soient bons. Les sondages sur une personne donnent 30% en France, et puis vous allez en Belgique ou en Suisse, ça donne plutôt 10, 11, maxi 12%. On se dit c'est bizarre, donc ça n'a plus aucun sens, et évidemment que ça explique qu'il y a un vif désintérêt. Pour autant, est-ce que ça ne doit pas nous préoccuper, cette notion de citoyenneté, cette notion de vivre ensemble, à une époque où ça a été extrêmement malmené, puisque l'autre était un danger, hein, ça pouvait être un danger médical, sanitaire. On pouvait contracter un virus, on pouvait dénoncer, on pouvait être agressif, on pouvait être agressé, on peut être adulé un jour et applaudi comme les soignants, et puis jeté en pâture quelques semaines après, quelques mois après. On était égoïste et irresponsable alors qu'on était des sauveurs de la nation juste avant. Donc tout ça, ce sont des oscillations, alors qu'avec un climat de société sain, ça n'arriverait pas, on ne serait plus dans l'instant, mais on serait dans une vision globale, et là tout le monde navigue un peu à vue. Et donc j'ai décidé, en tant qu'éditeur, de rééditer des livres qui sont pour moi des livres de chevet, pour vous aider à y voir plus clair, pour nous aider à avancer, et puis d'avoir un petit peu des jalons. Alors j'avais réédité il y a 2 ans déjà Discours de la servitude volontaire de d'Étienne de la Boétie, préfacé par Raoul Veneghem. Donc c'est un livre qui a 500 ans, et je pense qu'il met bien en avant cette soumission volontaire, cette servitude, quand là on voit qu'il y a quelques jours, le port du masque, dont l'utilité a fait débat pendant plusieurs mois, a été supprimé, on voit encore beaucoup de personnes
Donc on peut se poser sur cette question de servitude ou de peur. On voit aussi que même s'il y a des lois de surveillance globale, il y a d'autres personnes qui sont dans une servitude volontaire pour faire le flic du voisinage, pour dénoncer. On se souvient dans les premiers confinements où les gendarmes, les policiers demandaient à la population de se calmer, ils ne pouvaient pas gérer le flux d'appels de dénonciation, pendant que, on va dire, des urgences ne pouvaient pas être prises au standard. Et ça nous fait penser tout ça aux expériences de H, aux expériences de Milgram, que je développerai d'ailleurs en vidéo, ou au principe d'Eichmann, que je développerai également en vidéo. Et donc, cette servitude volontaire, quand vous lisez le texte d'Étienne de la Boétie, on se dit, mais comment c'est possible que ce texte ait été pondu il y a 500 ans par un jeune de 18 ans, alors qu'on peut le répliquer aujourd'hui à la lettre? On a l'impression qu'on a gagné, puisqu'on est arrivé à la République, donc un modèle moins pyramidal, entre guillemets. On a l'impression qu'il y a eu des acquis sociaux, qui sont plus ou moins des luttes sociales. On a l'impression qu'on a évolué au niveau de la conscience personnelle et collective. Eh bien non. Ce texte, ce discours de la servitude volontaire vient nous appuyer là où ça fait mal en disant « rien n'a changé finalement ». Il y aura toujours une partie de nous, collectivement et personnellement, une partie en nous, qui va se soumettre avant même qu'on ne nous l'impose ou nous le demande. Et ça, c'est questionnant d'un point de vue éthique, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue sociétal, et ça questionne profondément la notion de démocratie. Et j'avais demandé au philosophe belge situationniste Raoul Vaneigem de préfacer cet ouvrage, ce qu'il avait accepté. J'en étais très heureux, parce qu'il avait pris la suite de Guy Debord, qui avait écrit La Société du spectacle, les commentaires sur la Société du spectacle. Je parlerai dans cette vidéo un petit peu de cette notion de spectacle. Et donc, en effet, avec cette servitude volontaire, toutes les lois de surveillance globale, le fait d'être sous contrôle permanent, d'être dans un peu un régime à la chinoise, qu'on décriait il y a encore quelques années, mais que totalement accepté, on ne pense plus au monde d'avant, parce qu'on est déjà projeté vers un monde de surveillance, d'autosurveillance, de discipline, d'autodiscipline, et puis d'avoir peur de l'autre, et puis, on va dire, de se soumettre au-delà des injonctions. Ça fait évidemment écho au deuxième livre que j'avais réédité, donc de Simone Veil, la philosophe Simone Veil, à ne pas confondre avec la politicienne donc, qui s'appelle Note sur la suppression des partis politiques. Et là, directement, ça nous renvoie à qu'est-ce qu'un parti politique et qu'est-ce que demande un parti politique. Il demande le fait d'adhérer à une charte, à une clause, de manière unilatérale. C'est soit on est dedans, soit on est en dehors. Et donc j'ai demandé à Étienne Chouard, qui est quand même quelqu'un qui a travaillé énormément sur la citoyenneté, la notion de pluralité, de diversité, de représentation citoyenne, de la préfacer, et je l'ai enrichi avec une biographie et une chronologie de mon ami Tristan Dufour. Et moi-même, j'ai pu mettre une note d'éditeur de 6 pages, plutôt engagée, et qui nous montre que aujourd'hui, un parti politique, qu'est-ce que c'est dans sa communication? C'est être arrogant, c'est avoir du mépris pour les autres, c'est manipuler un petit peu l'actualité, la récupérer, c'est produire du mensonge, c'est faire preuve de duplicité. C'est une coquille vide, par exemple comme le parti présidentiel, il n'y a rien, il n'y a pas de tête qui dépasse, il n'y a pas de mouvement populaire derrière. C'est une coquille vide, donc avec un représentant tutélaire, d'ailleurs jupitérien, comme il s'autoproclame, et je m'assois sur mon trône, je dis que j'ai un parti qui n'existe pas, et j'impose, on va dire, c'est cette ligne-là, la ligne du parti ou une autre, et que ce soit un régime communiste ou un régime on ne sait pas quoi, on ne sait pas dire s'il est de droite, s'il est de gauche, s'il est de centre-droit, s'il est de centre-gauche. Il est informe, il est sans fond, il n'y a rien dedans, mais on doit s'y plier, mais c'est le cas de beaucoup d'autres partis. Et on assiste, c'est pour ça que quand des gens sortent du parti et s'expriment au nom de leur parti, on voit des débats truqués qui mettent n'importe qui en avant, et puis on caricure tout en extrémité. On rend le tout spectaculaire, on sort des petites phrases, on sort des grandes phrases qu'on bouge, on gesticule, et on rend surtout la politique non pas utile et citoyenne, mais spectaculaire. Et on se réapproprie de manière assez honteuse une crise sanitaire, des morts sur laquelle on va faire son beurre, ou une guerre, comme c'est le cas actuellement. Et on ne va évidemment pas les expliquer, on ne va pas prendre le temps de nuancer, on ne va pas prendre le temps de la pédagogie, on ne va pas prendre le temps du recul, de la sécurité. Non, on va sauter dedans à pieds joints pour que ça éclabuse, pour que ça fasse du buzz, parce qu'on parle
d'un parti ou d'un représentant de parti en bien ou en mal, le but c'est qu'on en parle. Donc on parle du jean ou du sweat à capuche d'Emmanuel Macron, ça évitera qu'on parle de son programme ou de son absence de programme, mais pour toute autre personne c'est comme ça. Donc les petites phrases sont générées par des spin doctors, des gens dans des cabinets de conseil français ou américains. Ils disent à cet endroit-là, tu vas dire telle chose, tu vas répéter telle autre à tel endroit avec telle personne à côté, et ça fera tel effet. Et donc on va gagner tant de virgules, de points dans les sondages ou dans l'opinion favorable. Ou alors on va déclencher tel buzz pour faire oublier qu'il y a un événement important qui se passe en face. Donc c'est assez sordide, c'est assez dégueulasse, et au final ce n'est pas au service de la population, c'est au service d'un ego, soit du parti lui-même, soit du représentant de parti, mais en tout cas le citoyen, les vraies problématiques des personnes, dire la santé, en dehors d'une épidémie, on voit qu'il y a un effondrement du système de santé, des suppressions de lits, des projets de grande sécu, c'est complètement mis de côté. L'éducation, on voit que les classes sont surchargées, que le personnel éducatif est à bout, ça c'est mis de côté. Les grandes lignes politiques qui fait qu'on pourrait adhérer à une idée de nation n'existent pas. La politique extérieure n'existe pas, sauf pour faire un peu de buzz sur un pays qui est bombardé ou un autre qui bombarde, avec une vision très binaire des choses, gentil, méchant, tantôt l'un, tantôt l'autre, méchant virus, méchant citoyen, mais gentil citoyen, méchant soignant, mais gentil soignant. Ça dépend en fait, suivant l'humeur du moment. On va pouvoir taper dessus. Il est fort à parier, par exemple, que les grandes firmes pharmaceutiques se fassent dézinguer par les politiques dès l'instant qu'il y aura d'éventuelles polémiques. Ils ont été adulés à un moment donné, ils sombreront à un autre moment. Et le but, c'est pas de pérenniser un projet, c'est juste de surfer sur une vague et d'avoir une image à peu près positive et de récupérer une actualité. C'est pour ça qu'il faut avoir le moins de programmes possible, ce qui permet d'être malléable. Eh bien, ce texte de Simone Veil, qui est brillant, qui est pour moi autant une philosophe qu'une mystique, il est extraordinaire dans le sens où il nous renvoie à notre propre responsabilité, notre propre souveraineté. Si je ne souhaite pas adhérer à ce système-là, est-ce que je dois me désengager complètement de la vie citoyenne et politique, ou alors au contraire c'est une opportunité énorme d'être souverain, de décider, de dire je, mais reste à savoir comment je l'exprime, comment je me positionne. Et ça, c'est expliqué de manière très pratique par un troisième livret que je réédite et qui n'était pas encore sorti. Ça fait 2 ans que je travaille dessus, mais j'ai tardé pour plein de raisons. C'est au fait, idée de l'interprétation de l'idée démocratique, l'interprétation de l'idée démocratique de Ansel Belgarrig. Alors c'est un nom qui ne vous dit sans doute rien. C'est un penseur contemporain de Proudhon qui est pour moi aussi, voire plus important que lui, dans le sens où il a posé les bases de l'anarchie. Alors l'anarchie, c'est tout de suite galvaudé. Mais pour lui, on ne va pas faire un cours dessus, c'est je suis responsable de moi-même. Qui peut être plus heureux et qui peut mieux comprendre mon bonheur que moi-même? Donc ça renvoie aussi à cette notion de déléguer à des partis, éventuellement, et à d'avoir une vision plutôt systémique de proximité, on va dire communale, qui est très intéressante. Et donc, pour lui, la solution, elle est collective, mais le travail doit d'abord être individuel, c'est où je me positionne en tant qu'individu, et qu'est-ce que je demande. Et là, ça nous renvoie à toute cette notion, aux expériences de H et de Milgram, c'est-à-dire la soumission à l'autorité, et puis au plus grand nombre. Pour H, c'était assez flagrant, mais je reviendrai, c'est pour ça que je ne vais pas développer, mais en gros, là, par le jeu des sondages, qu'on s'est largement truqué depuis, ou pas truqué, on ne va pas dire truqué, faux en tout cas, depuis les précédentes élections, on se dit que inconsciemment, on va adhérer au plus grand nombre. Inconsciemment, je me dis, quand même, s'il y a une personne sur 3 qui fait ça, c'est peut-être moi l'idiot, c'est peut-être moi qui n'ai pas compris. C'est pour ça qu'il y a toujours cette pression du plus grand nombre. Il ne reste plus que 10% de la population qui n'a pas, 3 petits points. Seulement, tant % de la population n'ont pas. Donc ce sont des idiots, des moins que rien, qui n'ont pas compris, ou des égoïstes, ou des dangereux, etc. Et bien là, justement, tout ce travail de Belgarrig, qui est évidemment dans la continuité de ce que décrit Étienne de la Boétie, de ce que théorise Simone Veil, qu'il a écrit juste au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ce qui prend d'autant plus de valeur et de puissance, eh bien Belgarrig, lui, vient finir d'enfoncer le clou en disant « c'est notre responsabilité ». Quelque part, nous avons la politique et nous avons les politiques que nous méritons. Tout ce champ que nous laissons libre par notre inaction, eh bien, il est occupé par des gens qui sont avides de pouvoir
Et beaucoup d'études sont sorties. Je me rappelle, au moment de l'élection, la dernière élection présidentielle, il y avait un psychologue qui disait que les catégories professionnelles où il y avait le plus d'égocentrisme, c'était les politiciens et les professionnels de santé. Alors là, on est en plein dedans. On les a fait fusionner pendant une crise sur ces 2 dernières années et demie. Et on peut aller plus loin. Beaucoup de personnes en psychologie affirment, attestent, signent des deux mains que les personnes avides de pouvoir sont en fait les plus perverses. Donc, si vous laissez un espace vacant à quelqu'un qui fait preuve de perversion, il va s'en accaparer. Mais en fait, qui est le vrai responsable là-dedans? La personne perverse ou celles, au pluriel, qui ont laissé cet espace vacant? C'est toujours du 50-50. On ne peut pas dire les politiques c'est des salauds, la politique c'est nul, un tel il est arrogant, il est suffisant, il est nul, il est insultant, il est méprisant. Quand une personne dit j'emmerde une partie des Français, c'est parce qu'il a l'espace pour emmerder une partie des Français. Il faut être clair, vraiment c'est ce 50-50 là. Et je pense que nous avons un grand chemin de manière collective à effectuer vers nous-mêmes, d'abord, savoir ce qu'on veut comme modèle, comme élan personnel, et ensuite comme modèle collectif de citoyenneté partagée. Et bien c'est pour ça que je réédite ces 3 livres. C'est aussi pour ça que je les ai faits à très bas prix, à 6,50 € pièce, et que je les ai groupés dans un coffret à 15 €. Donc j'ai fait le prix minimum, donc 15 € avec des petits frais de port, pour que vous ayez cette matière, parce qu'actuellement c'est vraiment fondamental, je pense, de nourrir cette question de citoyenneté, de représentativité, et d'exister par soi-même et ensuite d'agir. Et on a besoin de ressources, on a besoin d'élan pour cela. Et donc sinon on va se retrouver dans un modèle social qu'on critiquait, en fait le modèle chinois. Et donc j'en reviens, je boucle la boucle avec Raoul Vaneigem, qui est, comme j'ai dit, un des représentants du situationnisme. Donc Guy Debord parlait de société du spectacle, je pense qu'on y est. On a tout rendu spectaculaire, le sacré, le religieux. Là, on voit des gens twerker dans des églises, dans des mosquées, complètement fous. Des politiciens récupérer ça, faire du buzz. Des politiciens sur TikTok, dans des émissions de télé, avec McFly et Carlito à l'Élysée. D'autres chez des influenceurs, faire des blagues. Alors les gens disent ils sont sympas, mais on ne leur demande pas d'être sympas, on leur demande d'être professionnels, d'être cohérents. Quand on disait Macron a le droit de dire qu'il emmerde les Français, il est humain, mais on ne lui demande pas de laisser transparaître ce côté humain là, on va dire ce de défaut. Il représente une personne sur 70 millions, donc dans ce modèle pyramide là, il devrait faire preuve d'exemplarité, et on ne doit pas chercher la défaillance. Et si on devait voir une humanité, un aspect humain, ça serait plutôt son cœur qu'on n'a même pas entrevu. C'est ça qu'on veut. Et donc, on a désacralisé tout, même, on va dire, jusqu'à la guerre. On a rendu la guerre spectaculaire, on a rendu la santé spectaculaire. C'est vraiment sordide, c'est dégueulasse, c'est intrusif. 20 ans de télé-réalité ont bousillé la tête de beaucoup, dont les plus jeunes. Et donc, eux, parler de politique, ça ne leur parle pas si on n'est pas dans ce côté hyper spectaculaire. Enfin, je voudrais vous présenter un autre livre qui va paraître bientôt, celui-ci. C'est le livre du philosophe Mehdi Belhadj-Kassem, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Kolari Cocovirus, sous-titré d'un génocide non conventionnel. Donc là, c'est un énorme pavé dans la mare. Je suis très heureux de l'éditer dans cette notion de pluralité, parce que aujourd'hui, parler, échanger, c'est devenu difficile. Et ce livre propose d'avoir un regard très critique, je dirais même très acerbe, sur la crise sanitaire que nous avons traversée, que nous traversons encore, et en fait avec toute une récupération justement politique et idéologique et dogmatique. Et donc bien sûr, il est question des lobbies, etc., qu'on ne peut pas questionner dans le champ politique, puisque aujourd'hui on a bien compris qu'un politique est pieds et mains lié à la finance, mais on ne peut pas le questionner d'un point de vue public. Et la présence des lobbies, rappelez-vous, au tout début du quinquennat d'Emmanuel Macron, lorsque Nicolas Hulot avait démissionné de son ministère en disant « Je ne peux pas faire mon travail au ministère de l'écologie car il y a des lobbyistes dans des réunions que je dois présider en tant que ministre et je n'étais même pas au courant qu'ils étaient là. » Eh bien, c'est passé comme une lettre à la poste dans les médias. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, les politiques et les médias sont intimement liés.
et que les gens qui appuient sur le bouton des médias, les grands groupes, sont aussi des financeurs directs ou indirects des campagnes électorales et ont d'énormes intérêts, et ce sont ces intérêts qui prédominent avant le jeu politique. Donc on est dans des effets d'annonce, on ne peut pas questionner ça, et tout est intimement verrouillé, on le voit d'ailleurs, il y a certaines personnes qui peuvent se présenter à l'élection qui n'ont pas droit au chapitre, parce que simplement ils n'ont personne derrière eux, des gens comme Jean Lassalle, François Asselineau, on ne les invite même pas au débat. Alors une fois, quand on cite ces noms-là, il faut bien faire attention, c'est la pluralité qui est importante. Et lorsqu'on dit, eh bien, je souhaite parler avec tout le monde, c'est être catégorisé comme extrême. En fait, parler avec quelqu'un, ce n'est plus faire preuve d'ouverture ou de vision démocratique, c'est être catégorisé. Alors comment on fait pour exprimer la démocratie lorsqu'on choisit de parler à chacun pour comprendre qui il est, d'où il parle, quelle est son histoire, qu'est-ce qu'il veut dire, pour ensuite, avec ces informations éclairantes, pouvoir avoir un avis et émettre une opinion. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Parce que je me dis, tiens, je vais aller au meeting d'un tel pour écouter. Ah, mais tu le soutiens? Maintenant, je vais écouter. On peut même plus le faire. Ou j'ai regardé la dernière vidéo. Ah, mais t'es iste, t'es gauchiste, t'es droitiste, t'es complotiste. Voilà, on doit être dans une case. On est dans le séparatisme le plus absolu. Et c'est ça que créent les partis politiques. Alors que si les individus se présentaient par eux-mêmes, non dans des boîtes, eh bien, ils permettraient d'être plus audibles et aux personnes de se sentir plus libres. Je ne vais quand même pas écouter un tel parce qu'on pourrait penser que je suis d'extrême gauche ou d'extrême droite. Moi, mon parti, alors en tant qu'humain, mais encore plus en tant qu'éditeur, c'est de dire, proposons une vision la plus large possible. Et l'individu, bien éclairé, est suffisamment grand, fait suffisamment preuve de lucidité et est suffisamment intelligent pour savoir se faire une opinion, un esprit critique sans influence. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut penser telle ou telle chose. On va mettre un fichier JPEG sur son réseau social préféré, comme une affirmation, comme une appartenance. Là, vous avez un drapeau jaune et bleu qui circule. C'est comme une appartenance. Je suis pour quelque chose, je suis contre quelque chose. Mais c'est juste deux couleurs, ça ne veut rien dire. Il y a peut-être autant de raisons de faire cela que de personnes, mais on ne peut même pas les résumer. C'est oui ou non. Avez-vous reçu le dernier traitement médicamenteux? Non. Ah ben vous êtes anti ça? Non, en fait, parce que j'ai une maladie très grave. Ou alors, vu que je suis scientifique, j'attends d'avoir vraiment des informations. Ou alors, non, c'est blanc, noir, binaire. Et donc, cet aspect binaire-là des choses, on va plutôt le faire comme ça. Pour moi, il est extrêmement dangereux. Il est très, très dangereux même. Et donc, j'essaye, à ma mesure, d'amener de la nuance, du matériel pour pouvoir ingurgiter cela, mais c'est très compliqué. Et c'est pour ça que j'offre la possibilité, avec ma maison d'édition, d'avoir des informations le plus larges possible sur sa santé. Et là, sur un aspect de ce qui est le plus sacré pour moi, en dehors du corps, ce sont des outils de réalisation, de réflexion, que sont des textes, soit qui ont 500 ans, soit qui ont 80 ans, soit qui ont 120 ans, soit qui viennent de sortir. Avec ce regard circulaire-là, on peut se bâtir une réflexion, une opinion. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, si ce que je vous dis vous parle, d'aller feuilleter les premières pages sur le site d'exuvie.fr. Vous avez tous les liens en description sur les 3 petits livres dont je vous ai parlé, qui sont rassemblés dans un coffret donc à 15 € et qui vous permettent de réfléchir sur cette notion de soumission volontaire, de détachement potentiel de la vision unilatérale du parti, et puis d'agir de manière positive et concrète dans sa citoyenneté. Et bien sûr, le livre de Mehdi Belhadj-Kassem, qui est préfacé par Louis Fouché, qui met en perspective tout cela de manière très poétique d'ailleurs. Je pense que vous serez surpris de lire sa préface et de le lire autrement. Et bien d'avoir un regard extrêmement critique sur la crise folle, d'où le titre Cholari-Cocovirus, que nous traversons depuis 2 ans et dont nous ne sortirons pas si nous ne nous y engageons pas d'un point de vue personnel et collectif. Je vous remercie de votre attention. J'attends vos retours avec impatience dans les commentaires pour voir comment vous accueillez tout cela et comment vous réfléchissez à tout cela. Et je vous dis à très bientôt.